voudrais reparler de la question du leader, du leadership, au regard de l'astrologie, mais aussi au regard de la Bible. Jéthro, au début de l'Exode, conseille à Moïse de ne s'occuper que des choses vraiment importantes et de laisser à une foule de sous-fifres, on pourrait dire, le soin de s'occuper de bricoles, de la routine, si on peut dire, des affaires en cours. Et je disais dans un précédent texte, enfin texte oral, si on peut dire, je disais que Dieu se rend compte que Adam ne peut pas non plus rester seul, et il va lui associer une femme. Alors, quelques réflexions à ce sujet. D'abord, premièrement, le discours sur la solitude. Dans les deux cas, on parle d'un personnage qui est seul et que l'on va entourer. C'est Moïse, c'est Adam. Il a un entourage. D'ailleurs, il a ce qu'on pourrait appeler une maison, parce que dans le décalogue, dans les 10 commandements, le dernier commandement, et même celui sur le Shabbat, et puis le commandement sur la convoitise de ton prochain, de ce qui appartient à ton prochain, c'est toute une série de choses qui appartiennent au prochain. Ce sont les enfants, ce sont les serviteurs, c'est le bétail, et puis c'est aussi la femme finalement, comme on peut le voir dans les derniers commandements. Donc il y a toujours une sorte de satirisation autour de ce personnage central qui est Adam. Et je me posais la question de savoir si la relation est vraiment entre Adam et une femme ou Adam et des femmes. Et dans la démarche que je pense polygamique, je pense que l'idée d'une femme par rapport à Adam est une absurdité. Donc comme dans Jéthro, Jéthro ne recommande pas à Moïse d'avoir un premier ministre ou je ne sais quoi, il lui promet ou quelqu'un qui le complète. Moïse doit être complété par un collège, par une assemblée. Et je pense que dans le cas d'Adam, c'est la même chose, c'est plutôt d'une assemblée de femmes, une sorte de harem en quelque sorte, qui pourrait d'ailleurs apporter son soutien de différentes façons, mais à commencer évidemment par la procréation. Si Moïse ou un autre veut avoir une progéniture importante, on ne pourra pas l'obtenir avec une seule femme. Alors, je voudrais revenir. Donc, il y a cette question du discours de la Bible, tel qu'il est rendu, bien entendu, sur le leadership, le leader isolé, et qui à un certain moment ne peut plus l'être, ne doit plus l'être. Et ça rentre tout à fait dans ma théorie cyclique. Savoir que le leader, à un certain moment, peut assumer sa solitude, à un certain moment ne parvient plus à le faire, et a besoin non seulement de s'entourer, mais éventuellement d'être remplacé par un collège, par une assemblée, ou d'être réduit à la portion congrue, à l'inauguration des chrysanthèmes. Prenons le cas de Ceausescu, par exemple. On pourrait prendre aussi celui de Sarkozy en 2011. Mais prenons ce cas de Ceausescu en 1989, que j'ai bien connu cette affaire, puisque j'étais à l'époque avec une amie Antonia, qui était roumaine, mais qui regardait de très près tout ce qui se passait à Bucarest, bien qu'elle vivait et qu'elle vécut à Paris. Moi, je pense que, et puis c'est vrai aussi, par exemple, pour la question des victoires, entre guillemets, du féminisme, je pense qu'il ne s'agit pas tellement de victoire de telle et telle population, mais beaucoup plus, bien plus probablement,
une sorte d'éclipse du soleil, pour des choses de manière un petit peu cosmique. Parce que le soleil, donc le soleil fait penser à une notion de solitude. Parce que le soleil peut normalement être seul, voilà, il est seul. Il est seul comme les Adam, il est seul comme les Moïse. Et puis à un certain moment, le soleil se couche, le soleil décline. Et il se passe autre chose à ce moment-là. Quand le chat n'est pas là, au singulier, les souris, pluriel, dansent. Quand le soleil n'est pas là, ce sont les étoiles. C'est une myriade d'étoiles. Et quand le soleil est là, on ne les voit pas, ces étoiles. Il faut attendre le soir, c'est pour ça que le Shabbat, d'ailleurs, commence le soir, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit les étoiles. Et qu'on peut en tirer des enseignements, des signes. On ne va pas revenir là-dessus pour l'instant. Donc la théorie que je développe, c'est une théorie qui évidemment peut ne pas plaire à certains, c'est évident. Le truc que je développe, c'est que il n'y a pas de victoire du peuple. Il n'y a pas de victoire du peuple. Il n'y a pas de victoire de la masse, de la foule. Il n'y a pas de victoire des assemblées. Il y a des échecs des leaders. Et ce n'est même pas des échecs, en fait. Ce sont des sommeils. On ne peut même pas dire qu'ils ont échoué. Ils sont dans une période d'hibernation, pour presque dire. Il y a du mot hiver. Donc, ils sont dans une période d'hibernation où ils ne sont plus en pleine possession de leurs moyens. Et par conséquent, eh bien, l'ordre qui dépend d'eux ne peut plus fonctionner pleinement, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il faut éviter de raconter, de parler de victoire. Le peuple n'est jamais victorieux, il est seulement, il est simplement orphelin, je dirais presque. Il est orphelin de son leader, de son père. Et il s'organise comme il peut, provisoirement. En fin de compte, ce n'est jamais qu'un pis-aller. Et tôt ou tard, il va devoir se soumettre à nouveau à un leader. Leader local, pas forcément. Leader étranger, dans bien des cas. Parce qu'un leader, il n'y en a pas, ça ne court pas les rues. Et il peut y avoir un leader pour une communauté de pays. Dans ce cas-là, évidemment, c'est plutôt sur la base soit d'une fédération, soit d'une conquête. Enfin, je veux dire, soit d'une annexion. On l'a vu avec Napoléon, on l'a vu avec Hitler, on l'a vu avec bien d'autres. Le leader peut déborder très largement les limites géographiques qui sont en cours à un moment donné. Pourquoi? Parce que, je répète encore une fois, on ne trouve pas ça sous le sabot d'un cheval, un vrai leader. Et quand on en a un pour un continent, c'est déjà quelque chose. Et c'est déjà de l'histoire. Donc, il n'y en a pas beaucoup. D'où leur importance. D'où ce qu'on peut appeler le culte de la personnalité, si on veut. Mais il faut savoir que le leader peut passer par des passages vides, mais ce n'est que provisoire. Et il faudrait en tenir compte, j'en ai déjà parlé dans le droit constitutionnel, prévoir effectivement, comme on le faisait plus ou moins à Rome, il faut prévoir enfin, il ne le faisait pas comme ça, c'est beaucoup plus empirique, mais on peut faire quelque chose de beaucoup plus construit, cohérent, sur la base de cyclologie astrologique que j'ai bien définie. On peut dire, voilà, à partir de telle date jusqu'à telle date, voilà, le leader est en pleine possession de ses moyens, il peut réformer, il peut faire avancer les choses,
Et puis à un moment donné, il va se coucher, en quelque sorte, dans tous les sens du terme d'ailleurs, il va se coucher et il va devoir se mettre en retrait, en tout cas se soumettre quelque part à la force du collectif, qui peut être celui des femmes, qui peut être celui de la foule, qui peut être celui d'une assemblée. Et donc le récit de Jéthro nous parle de ce moment, justement, où Moïse probablement passe par une période de doute, ou une période où il n'arrive plus à faire tout ce qu'il avait envie de faire, tout ce qu'il devait faire. Il faut donc qu'il trouve des solutions, et donc il partage son pouvoir. De même que Adam, aussi, d'une certaine façon, est amené à partager son pouvoir. Et parfois, ça peut créer beaucoup de dysfonctionnements, comme dans l'affaire du Jardin d'Éden. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, dont j'ai parlé l'autre jour et dont on parle encore actuellement, puisqu'il y a une nouvelle offre qui sort, je crois, demain, de maladie. On lui reproche d'avoir pas été tout à fait à la hauteur, ou d'avoir pas tout à fait compris ce qui se passait, et d'avoir été un apprenti sorcier, etc. Mais on constate aussi que cette période-là, de 2011-2012, qui a été assez peu favorable à Sarkozy, puisqu'elle voit à la fois l'intervention en Libye et la perte de l'élection, de sa réélection, eh bien, on peut penser que ça correspond aussi, et c'est exact, à une disconnexion, comme en 1989, à 20 ans d'intervalle, à 22 ans d'intervalle, qui correspond à 3 fois 7 ans. Et donc, voilà, donc un leader en phase de disconnexion, de déconnexion, de disjonction, il n'est pas très inspiré, il n'est pas au milieu de sa forme, il ne peut pas faire des miracles, on peut dire, il ne peut pas justifier son caractère exceptionnel, il n'est pas vraiment à la hauteur de sa réputation, de son image. Il déçoit. Voilà ce que je voulais dire. Et je terminerai sur la question des femmes. Je pense que dans bien des cas, on dit d'ailleurs le bonheur des uns fait le malheur des autres, au contraire, dans bien des cas, les femmes n'ont pas véritablement connu de victoire. On s'en est servi parce que le leader était en chute libre, si on peut dire, en tout cas en éclipse, à une retraite, condamné à une retraite forcée, et que par conséquent on rentre dans une logique qui est bien définie donc dans la paracha de Jéthro, qui nous dit justement que oui, il y a des moments où il faut savoir s'entourer. Et c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est mieux que rien. Donc quand on dit que la démocratie est le régime le moins pire, je répondrai, c'est le moins pire quand les leaders ne sont plus, quand les héros sont fatigués, comme on dit. Je lis ce passage de Jéthro, donc chapitre 18 de l'Exode. Que signifie, demande Jéthro à Moïse, ta façon d'agir envers ce peuple hébreu? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple stationne-t-il autour de toi du matin au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter le Seigneur. Lorsqu'ils ont une affaire, elle m'est soumise. Alors je prononce entre les parties et je fais connaître les décrets du Seigneur et ses instructions. Le beau-père de Moïse lui répliqua, le procédé que tu emploies n'est pas bon. Tu succomberas certainement
et toi-même et ce peuple qui t'entoure, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne saurais l'accomplir seul. Or, écoute ma voix, ce que je veux te conseiller, et que Dieu te soit en aide. Représente-toi seul le peuple vis-à-vis de Dieu, en exposant les litiges au Seigneur. Notifie-leur également les lois et les doctrines, instruis-les de la voie qu'ils ont à suivre et de la conduite qu'ils doivent tenir. Mais, de ton côté, choisis entre tout le peuple des hommes éminents, craignant Dieu, amis de la vérité, ennemis du lucre, et place-les à leur tête, la tête donc du peuple, comme Chiliarque, centurion, cinquantenier et décurion. Ils jugeront le peuple en permanence, et alors toute affaire grave, ils te la soumettront, tandis qu'ils décideront eux-mêmes les questions peu importantes. Ils te soulageront ainsi en partageant ton fardeau. Si tu adoptes cette conduite, Dieu te donnera ses ordres et tu pourras suffire à l'œuvre. Et de son côté, tout ce peuple se rendra tranquillement où il doit se rendre. Moïse écouta l'avis de son beau-père et effectua tout ce qu'il avait dit. Il choisit des hommes de mérite contre tout Israël et les créa magistrats du peuple, chiliarques, centurions, cinquanteniers et décurions. Il jugeait le peuple en permanence, il au pluriel. Les cas difficiles, il les rapportait à Moïse, et les causes simples, il les décidait eux-mêmes. Moïse conduisit son beau-père, qui s'en retourna dans son pays.